Merci à chacun des intervenants d'avoir respecté le temps et d'avoir maintenant la possibilité d'interagir avec vous. On a pris un tout petit peu de retard sur le programme. On a encore une intervention juste avant la conclusion de Martin. Est-ce que dans l'assistance, certains d'entre vous souhaiteraient réagir à ce qui vient d'être dit et l'illustration qu'on a eue, je pense, à la fois de la part de Giovanna et de Nicolas, de la complexité de l'objet sur lequel on travaille et avec lequel il faut effectivement composer. Oui, Jean-Claude. Oui, je voudrais revenir sur l'exemple que vous avez donné. Les deux exemples que vous avez donnés en pédiatrie sont extrêmement intéressants sur des difficultés méthodologiques qu'on rencontre pour l'évaluation des préférences des patients. Une expérience qu'on a eue à l'Institut Curie, j'ai travaillé à l'Institut Curie sur un projet où on travaille justement avec des représentants de patients. On a insisté à un moment donné à la littératie, l'importance pour les patients qu'on intègre dans ces délibérations d'acquérir de l'expertise. Et finalement, au niveau européen, où on travaillait avec des patients et des parents de patients finalement très acculturés en fait aux problématiques d'oncologie pédiatrique, on rencontrait l'inverse en termes de préférence dans les arbitrages entre la priorisation sur des projets sur l'espérance de vie par rapport à la diminution des toxicités des traitements. Donc finalement, plus le patient devient, je ne sais pas comment dire, acculturé à la médecine, peut-être moins il deviendrait représentatif des préférences des patients. Enfin ça, derrière, il y a des vrais enjeux méthodologiques qui se posent un peu pour nous. Et puis le deuxième exemple sur la drépanocytose, effectivement, si Lise vous l'a soufflé très certainement au cours de l'entretien préparatoire, c'est parce qu'on a été saisi par l'équipe, en l'occurrence à Robert Debré, qui sont sollicités. Visiblement, les médecins sont confrontés à des demandes de greffe en dehors des indications cliniques. Donc là, on a typiquement une situation où les réponses que vous pouvez apporter à travers les essais cliniques et les protocoles de prise en charge, finalement, n'apportent pas de réponse à la question des préférences des patients et en l'occurrence de leur famille sur des revendications hors indication clinique. Et donc là, commencent tous les enjeux de réflexion pour les équipes. C'était juste un commentaire, je suis désolé. La problématique de la drépanocytose, elle est pas unique, c'est-à-dire qu'il y a des programmes de greffe à partir de fratries, c'est-à-dire qui ont un risque qui est beaucoup plus faible, et ça les familles sont bien au courant, et donc expriment justement le fait de vouloir sortir de cette pathologie-là pour les différentes raisons que j'ai abordées, mais effectivement avec une prise de risque qui n'est jamais nulle sur le devenir de l'enfant en post-greffe. Et bon, je ne vais pas réinsister par exemple sur le problème de la stérilité. Donc quand on est une dizaine d'années, parce que là je parlais des adolescents, mais je pense que à Robert Debré c'est des plus petits, donc il y a des décisions qui sont prises de façon quasiment unilatérale et qui vont clairement impacter la qualité de vie, parce que la fertilité, pratiquement quand on interroge les adolescents, atteint de cancer, là c'est pas du cancer, mais quasiment mis en numéro 1 à distance de leur prise en charge. Je vais juste rajouter sur la question de la littératie en tant que facteur décisionnel. Nous, on avait fait un travail sur la prise de décision partagée en soins palliatifs. Et c'était effectivement très concluant de voir que la question de la toxicité, justement, des traitements prenait une place énorme par rapport à celle de l'espérance de vie, compte tenu tout simplement du fait d'être obligé de rester à l'hôpital à cause des effets adverses, en sachant pertinemment que la durée de vie qui restait était très réduite, et de ne pas pouvoir rentrer au domicile et passer du temps avec la famille ou autre, à cause finalement de traitements qui servaient uniquement à rajouter des jours. Donc c'était d'une évidence
très très forte. Mais alors là, après, on peut se poser la question de comment augmenter la littératie et quels sont les critères qu'on met là derrière. Vous voyez, est-ce que la littératie, c'est la connaissance de la pathologie, c'est la connaissance des traitements, des effets adverses? Est-ce que c'est la connaissance de soi-même, de la maladie, de l'impact que la maladie a sur soi-même? Vous voyez, prendre des choix, c'est extrêmement complexe, extrêmement articulé, c'est difficile de définir. Ou en tous les cas, pour moi, le rêve, c'est que le champ d'intervention de choix soit le plus large possible et pas justement défini sur des champs très, très réduits. Je trouve que ce serait une très belle conclusion de ce panel qui nous permettrait de passer tout de suite la parole à Caroline Krummenacher, qui a accepté d'intervenir sur un domaine qui n'est finalement pas si éloigné du nôtre. Ce n'est pas le domaine de la santé, mais c'est celui des musées et de la façon dont, au quotidien, Caroline, dans le travail qu'elle mène, a pu finalement prendre en compte les préférences individuelles. Donc ce regard qui est posé vraiment en cette fin d'après-midi qui a été très riche, et j'en profite pour vraiment remercier tous les intervenants pour la qualité des échanges. Je pense que ce regard que tu vas poser, Caroline, il nous sera très rafraîchissant, et en même temps il nous permettra, je pense, de voir que cette question de la prise en compte des préférences individuelles, on la pose dans tous les domaines dans lesquels l'intervention publique, c'était le point de départ de cet après-midi, est tout à fait indispensable, soit pour la production, soit pour le financement de ce bien public qu'est le musée, et dont la valeur doit aussi, bien sûr, être déterminée. On parlait de donner un prix tout à l'heure à la vie humaine, mais certainement la culture est aussi importante. Je sais qu'elle a une place très importante aussi pour Martin et beaucoup d'autres. Et donc, avec grand plaisir, je te cède la parole. Donc, bonsoir à tous. D'abord, je voulais remercier, bien entendu, Lise Rocher et Jean-Claude Dupont de m'avoir invité à être parmi vous ce soir. Donc je vais effectivement vous parler d'un univers qui peut paraître bien éloigné de celui de la santé, puisque c'est celui des musées. La question de la préférence individuelle dans le musée se pose évidemment de façon moins dramatique que dans le secteur qui vous occupe. Mais elle n'est pas moins importante dans la façon dont on conçoit et on réfléchit aujourd'hui à la fois l'espace du musée, puisque le musée est un espace physique, et les programmes qu'on y propose. Donc, je ne vais pas faire systématiquement des parallèles avec l'hôpital, parce que cette fois, ça serait artificiel et parfois peut-être un peu exagéré, mais je pense que vous-même, vous pourrez retrouver des similitudes et des choses qui vont vous interpeller. Donc le musée est une institution permanente, ouverte au public, sans but lucratif, a priori, et au service de la société. Il a 3 missions fondamentales, les 2 premières sont des missions historiques, et la dernière, c'est ajoutée un petit peu à la fin, et c'est celle qui nous intéresse ce soir. Donc la première mission, c'est collecter, conserver le patrimoine. Pour quelles raisons c'est important? Tout simplement pour pouvoir le transmettre aux générations futures. La deuxième mission des musées, c'est d'effectuer des recherches sur ce patrimoine, pour comprendre ce patrimoine, surtout quand il vient de civilisations éloignées ou qu'il est ancien, et puis le recontextualiser. Et puis la troisième mission des musées, c'est exposer le patrimoine et le transmettre au public. Et cette mission-là, elle est apparue plus tard. En fait, le musée, par rapport à l'hôpital, par rapport aux bibliothèques, par rapport au théâtre, c'est une institution très récente. Historiquement, on peut placer l'émergence des musées, la création des musées telle qu'on les définit aujourd'hui, à peu près au XVIIIe siècle. Donc vous voyez, finalement, c'est récent par rapport à d'autres institutions qui se consacraient au public. À la fin du XVIIIe siècle, on comptait à peine une poignée de musées en Europe. Évidemment, c'était localisé en Europe. Aujourd'hui, on en compte à peu près 60 000 à travers le monde. Et ces musées reçoivent de plus en plus de visiteurs. C'est-à-dire que les chiffres de fréquentation ne cessent d'augmenter, à la fois par un effet mathématique, puisqu'il y a de plus en plus de musées, donc de plus en plus de visiteurs, mais également parce qu'il y a de plus en plus de gens qui les visitent. Juste à titre d'exemple, le Louvre reçoit, ou s'apprête à recevoir, 10 millions de visiteurs l'année prochaine. Donc, vous vous doutez bien qu'en 2-3 siècles, ces musées ont incroyablement évolué. Donc juste un petit parallèle entre hier, le British Museum, le Louvre, et aujourd'hui. En fait, les musées ont été pensés au départ comme d'immenses réserves à ciel ouvert.
l'objectif, c'était d'accumuler un maximum d'œuvres. Voilà, la photo du British Museum à cet égard est assez éloquente, puisqu'on voit l'entassement des collections sans distinction, sans volonté d'en valoriser une en particulier. Et donc, évidemment, c'était avant tout un lieu de spécialistes, où rien n'était pensé pour le public, en vérité. C'est-à-dire qu'on ouvrait les portes, le public était toléré, mais on n'adaptait pas le lieu en fonction de ses besoins, on a cité ce mot tout à l'heure, ou de ses attentes. Il y a une première révolution au XXe siècle, quand les musées ont pris conscience en fait, de leur mission de transmission des connaissances et de leur rôle pédagogique, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils pouvaient jouer un rôle dans l'éducation des publics. Il s'agissait de construire le discours de l'institution et de réfléchir donc, à ses objectifs en termes de transmission des savoirs. Donc par cette dynamique, le musée est devenu une sorte d'agent peut-être parallèle de l'école ou de l'université qui mettait à la disposition des visiteurs des savoirs qui étaient construits par des spécialistes selon une vision évidemment centralisatrice et descendante de ce que peut être la connaissance. C'est-à-dire qu'on mettait à disposition des visiteurs pour améliorer leur éducation. Mais là encore, la réflexion sur comment adapter ce savoir aux visiteurs était assez limitée au départ. Donc, par contre, ce qu'on a beaucoup travaillé, c'est l'outil technologique. Au départ, quand on a voulu commencer à transmettre des informations aux visiteurs, c'était très basique. C'était d'abord, qu'est-ce que c'est que cet objet qu'on vous montre ? Donc on a inventé le cartel, on a dénommé l'objet, on a donné sa date de production, l'artiste, si on connaissait l'artiste, le matériau. Ensuite, on a commencé à concevoir des textes beaucoup plus élaborés qu'on approchait dans les expositions. Et puis, bon an, mal an, vous avez tous assisté à cette évolution. On propose aujourd'hui des outils beaucoup plus interactifs, technologiques, comme par exemple des smartphones ou des tablettes avec lesquels on peut tout simplement faire sa visite aujourd'hui dans un musée. Donc l'outil est de plus en plus perfectionné. En parallèle, il faut savoir que c'est une époque à laquelle il y a eu déjà beaucoup d'études de public qui ont été menées dans les musées. Ça fait déjà 50 ans qu'on en produit. Le musée a été complètement repensé pour offrir aux visiteurs tous les services dont ils pourraient avoir besoin pendant sa visite. Donc évidemment, un musée, ce sont des espaces d'exposition, ce sont des réserves pour conserver les objets, mais aujourd'hui, ce sont également des laboratoires pour les chercheurs, je ne les oublie pas, mais ce sont également des espaces d'accueil pour le public, des kiosques d'information, des vestiaires, des boutiques, des restaurants, des salles pédagogiques pour le jeune public. Donc tout un tas de choses en fait, qui ne sont plus du tout liées à cette mission de conservation ou de mise en valeur des collections, mais vraiment à la question de quel public on donne, enfin quelle place on donne au public dans le musée. Les musées sont aussi hyper connectés, ils ont tous des sites internet aujourd'hui, on peut réserver sa visite en ligne, on peut télécharger des contenus en plusieurs langues, on peut partager ses photos sur les réseaux sociaux, vraiment de ce point de vue-là, ils sont devenus très performants. Donc d'ailleurs, la visite d'un musée peut être tellement intense qu'on assiste à ce phénomène qu'on appelle dans le monde de la muséologie la fatigue muséale, qui est tout simplement l'épuisement et la sidération qu'on peut ressentir à la fin de sa visite, quand, écrasé par la forme d'information qu'on a reçue et l'intensité de l'expérience, on s'écroule. C'est une vraie photo. Donc en bref, les musées sont hyper performants dans la conservation du patrimoine, dans les programmes de recherche. Ils réunissent les meilleurs spécialistes. Ils ont su développer et s'adapter aux nouvelles technologies. Ils accueillent un public toujours plus nombreux. Et certains sont même devenus des champions du développement de ressources propres, c'est-à-dire de leur propre optimisation financière. Je ne développerai pas ce point-là ce soir, mais c'est aussi très intéressant. Alors où est le problème, me direz-vous? Pourquoi aurait-on besoin de changer ce modèle? Bien, c'est simple. C'est que le musée, encore aujourd'hui, reste un lieu extrêmement excluant. Malgré tous les efforts déployés par les professionnels, ce que nous disent les enquêtes de public, encore aujourd'hui, c'est que les visiteurs de musées sont avant tout ce qu'on appelle des CSP+, c'est-à-dire des catégories socio-professionnelles supérieures, des gens qui ont des bons revenus et des bonnes professions, et qui ont fait des études supérieures. Évidemment, un des objectifs du musée, c'est de démocratiser l'accès à la culture. Donc, quand on a fait ce constat, on est face à un problème. Pourquoi les autres visiteurs ne viennent pas? D'ailleurs, ce ne sont pas des visiteurs. On les appelait des non-visiteurs, on les appelle des peu-visiteurs maintenant, pour être moins stigmatisants. Mais ils ne viennent pas parce qu'ils ne maîtrisent pas les codes, ou ils ne pensent qu'ils ne maîtrisent pas les codes de l'institution culturelle. Et quand ils viennent, parfois, rarement, ils repartent souvent avec le sentiment de ne pas avoir compris ce qu'on essayait de leur dire. Donc, constat, pour beaucoup de personnes, le musée reste un lieu extrêmement intimidant, dans lequel sont dispensés des savoirs qui leur sont inaccessibles.
Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se dit dans le secteur muséal? On se dit qu'il ne s'agit pas seulement de proposer des services qui sont extrêmement bien, extrêmement ergonomiques aujourd'hui. Il s'agit de proposer une offre culturelle qui réponde mieux aux besoins et aux attentes d'une grande diversité de publics, et pas seulement un public qui est habitué des institutions culturelles. Donc, je suis muséographe. Mon métier consiste à concevoir des parcours de visite, des scénarios d'exposition pour les musées. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'interviens souvent très en amont, au stade où on conçoit les musées, où on les imagine dans notre tête, avant même qu'intervienne l'architecte ou le scénographe. Beaucoup de porteurs de projets avec qui je travaille aimeraient vraiment trouver des solutions pour mieux intégrer cette question des publics dans la conception de leur établissement. Ce n'est pas toujours facile, comme vous vous en doutez. Il y a des questions de prise de décision politique, des questions de financement, des questions de temps, comme dans n'importe quel projet. Donc on cherche des moyens pour mieux inclure cette question des publics et de la préférence individuelle dans la décision politique et culturelle. Donc, de mon point de vue, c'est la prochaine révolution qui attend les musées. Comment faire en sorte que tous les visiteurs se sentent légitimes déjà à passer le seuil de cette institution, et une fois qu'ils y sont, qu'ils se l'approprient réellement, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas juste dans une position de je reçois un savoir qu'on a pensé pour moi, ou je consomme un café dans le restaurant, qui est très sympa par ailleurs sûrement, mais c'est limité. Comment faire pour que le musée devienne un espace de réflexion, de loisirs, et aussi de rencontres, d'interaction, puisque le musée se rêve comme un espace public. On cite souvent le terme d'agora, c'est-à-dire un lieu qui permet également la rencontre avec des gens auxquels on n'aurait pas forcément parlé dans d'autres circonstances. Certaines institutions ont pris cette question à bras-le-corps. Je vais vous montrer quelques exemples très rapidement. Il faut savoir que dans notre secteur, les décisions ne se situent pas tellement au niveau gouvernemental en réalité, pour différentes raisons. Ça se situe souvent plutôt au niveau des institutions. Et vous allez voir comment certaines de ces institutions proposent de répondre à cette problématique. Donc vous connaissez peut-être le MUCEM, c'est le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. C'est un musée qui est ouvert en 2013 à Marseille, sur ce site absolument magnifique. Le site est stupéfiant, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Donc il réunit l'ancien fort Saint-Jean, qui était un fort militaire, qui n'avait jamais été ouvert au public, et le nouveau bâtiment qui a été conçu par Rudy Ricciotti pour donc accueillir certains services du musée. Donc en fait le MUCEM m'a contacté, je pense que c'était en 2010, donc 3 ans avant l'ouverture, ce qui était quand même assez tôt, pour mener une grande étude de public dont l'objectif était à la fois d'établir des projections de fréquentation, parce que quand on sait combien de visiteurs vont fréquenter le musée, on peut savoir comment dimensionner les différents espaces, c'est très important, mais également voir quels pouvaient être les freins et les leviers à la visite de ce lieu. Donc pourquoi ? D'abord parce qu'un musée de civilisation, ce n'est pas un sujet évident pour les gens. C'est plus facile d'aller voir un musée d'art ou un musée de sciences. Donc déjà, on a du mal à identifier ce que ça peut être. Deuxième raison, à Marseille, il y a une faible culture de la visite de musée, pour différentes raisons que je ne vais pas développer ici. Les gens ont plutôt l'habitude de fréquenter le spectacle vivant, et donc les concepteurs du musée craignaient que les gens n'arrivent pas à passer la porte et à venir visiter le lieu. On a organisé cette grande étude avec différentes méthodologies qui sont somme toute assez classiques. On a fait du quantitatif, 1200 questionnaires auprès de toute la population de Marseille et les touristes. On a fait des focus group auprès de segments qu'on a identifiés comme étant des segments prioritaires. Donc ça pouvait être des gens qui ont l'habitude de visiter les musées ou au contraire des gens qui n'ont pas l'habitude de les visiter. Ça pouvait être les professeurs parce qu'eux vont venir avec leur classe. Les responsables d'associations, parce qu'il y a un tissu culturel associatif très important à Marseille, mais également les acteurs du tourisme local. Et puis, donc, voilà, on a croisé ces différentes méthodes. Je ne peux pas développer l'énorme somme de résultats qu'on a obtenus, mais ce qui était intéressant, c'est de dire qu'on a croisé en tout cas les résultats quantitatifs et les résultats qualitatifs pour arriver à des conclusions qui soient vraiment stratégiques. Donc, quels ont été certains enseignements de cette étude ? Premier enseignement, le consentement à payer à Marseille pour les activités culturelles est très faible. C'est un phénomène qu'on observe souvent. Quand on demande aux gens s'ils ont envie de payer pour la culture, ils vont souvent vous dire non, parce que je préférerais m'acheter des baskets. Ou quand c'est un petit peu plus poussé plus loin dans le raisonnement, non, parce que finalement je le finance déjà avec mes impôts. Donc, en général, le consentement à payer pour le musée est assez faible, mais on a trouvé qu'à Marseille, il était encore plus faible qu'ailleurs. Deuxième enseignement, les Marseillais craignaient qu'on leur confisque ce site qui est absolument magnifique, qui se trouve au bout du Vieux-Port et qui est en fait un site de promenade et même de baignade
c'est-à-dire qu'on voyait des gens, des enfants qui sautaient dans la mer à cet endroit-là pour se baigner en plein été, bien que ce soit en ville. Donc il y avait quelque chose à faire là-dessus. Et enfin, dernier enseignement important, les Marseillais n'aiment pas, ils ont une culture méditerranéenne, sans caricaturer, mais c'est une des choses qui est ressortie, ils n'aiment pas s'enfermer en fait, ils préfèrent être dehors. Donc évidemment, un musée, c'est un lieu fermé, dans l'imaginaire collectif. Donc qu'est-ce qu'on a fait suite à ça, qu'est-ce que les décideurs du MUCEM ont décidé suite à cette étude? Ils ont décidé de proposer un prix d'entrée très bas, qui est vraiment très bas par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui dans certaines institutions culturelles qui ont plutôt tendance à pousser vers le haut. Ils ont décidé d'ouvrir gratuitement tout le Fort Saint-Jean au public pour contrebalancer son sentiment de confiscation du site. C'est-à-dire que certes, on venait investir la place avec le nouveau projet, mais en contrepartie, on proposait aux gens de Marseille de pouvoir visiter librement ce fort qui est absolument magnifique, avec des promenades et des chemins de ronde. Les Marseillais n'étaient jamais rentrés dans ce lieu, parce que c'était un lieu militaire. Et ensuite, troisième conséquence directe sur la programmation, ils ont proposé énormément d'activités en extérieur, pour justement casser cette barrière physique que peut représenter le mur du musée. Ils ont également donc créé un comité d'usagers qui s'est réuni 4 fois par an pendant les 3 ans qui ont précédé l'ouverture pour vraiment influer sur le design des espaces. Donc ça a eu des conséquences sur le travail de l'architecte, le travail du scénographe, les thématiques des expositions et la nature des programmes culturels. Et puis après, ils ont mis en place un observateur permanent des publics qui fait que tous les ans, ils posent 15 000 questionnaires, ce qui est quand même assez considérable en volume, pour vérifier que les conclusions de l'étude sont toujours en adéquation avec les pratiques actuelles des visiteurs. Alors, est-ce que ça a marché? Oui, enfin, autant soit peu qu'on puisse l'évaluer. Dans les musées, il y a un indicateur d'évaluation simple qui est la fréquentation. Le MUCEM accueille en ce moment 540 000 visiteurs par an à peu près dans ces espaces payants, et le double dans l'intégralité des espaces, puisque vous l'avez compris, le site est ouvert gratuitement. C'est une des plus belles fréquentations de musées en France. Et par ailleurs, ils ont pu constater qu'ils avaient un public au niveau des CSP qui était plus large que les publics habituels des musées. Donc pour eux, c'est une vraie belle démarche de comment on a pu interroger très tôt les besoins des visiteurs pour concevoir le musée différemment. Alors, un exemple vraiment très différent, c'est cette expérimentation qui est Museo Dallas, Museum of Art. Ils ont en fait en 2013 fait une double démarche qui était d'abord de rendre complètement gratuit leur parcours permanent et deuxièmement de mettre en place un programme de fidélité complètement gratuit alors qu'avant le programme était payant, donc à disposition de tous les visiteurs. Alors donc on s'enregistre à ce programme soit par son smartphone, soit par des bornes qu'on trouve dans le musée. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un afflux énorme de visiteurs depuis la mise en place de ce programme dans le musée, parce que tout à coup, on mettait à disposition gratuitement tout un tas de choses. Quel est l'objectif du musée en faisant ça? Parce que vous allez me dire, finalement, ils perdent des revenus en tarification. En fait, ils ont découvert qu'ils perdaient, certes, des revenus en tarification, mais ils avaient gagné 5 fois plus en subventions publiques et privées par rapport à des mécènes ou à des fonds publics qui soutenaient cette démarche d'ouverture maximum de l'institution au public. Donc finalement, ça leur a rapporté de l'argent. Deuxième chose, pourquoi ils font ça? Pour collecter des informations sur leur public. Alors là, on arrive sur une question un petit peu tangente qui est, vous me direz, c'est ce que fait Google, c'est ce que fait Facebook, d'accord? On manipule de la data afin d'obtenir un maximum de données sur ces publics. Ils le font dans une démarche vertueuse, enfin je le pense, qui est l'objectif est de pouvoir adapter au maximum en fonction des résultats de ce programme, d'adapter au maximum ce qu'ils proposent au public pour que ça soit plus, tout simplement, que ça corresponde plus à leurs besoins. Donc je vous le disais, il y a eu 100 000 membres adhérents à ce programme, c'est énorme, et ils ont, leur fréquentation a complètement bondi. Ils ont aussi noté qu'il y avait une augmentation beaucoup plus importante des publics éloignés des musées, donc plus 30% de visiteurs hispaniques, afro-américains ou asiatiques. Aux États-Unis, les statistiques ethniques sont permises, donc on peut mesurer aussi cet indicateur-là parce qu'on sait que c'est des visiteurs qui sont traditionnellement éloignés des musées aujourd'hui encore.
Donc voilà, après il y a évidemment dans le secteur culturel des gens qui peuvent trouver que cette méthode, inspirée des grandes entreprises, voilà, qui brassent des données, est peut-être sujette à discussion, mais en tout cas ils ont un vrai succès là-dessus. Et je termine très rapidement avec ça parce que je vois qu'on est hors du temps. C'est vraiment une façon un petit peu plus anarchiste peut-être d'envisager la participation des visiteurs dans le musée. Je trouve ça aussi assez rafraîchissant. J'ai mis sa photo parce qu'elle est vraiment à l'origine de tout ça, c'est Nina Simon, donc ça n'a rien à voir avec la chanteuse. Elle dirige le musée de Santa Cruz. Et donc, elle, son credo, c'est qu'elle veut rendre le musée ouvert un maximum à la participation du public et qu'elle pense que voilà, le musée est aussi un agent de construction sociale très fort. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle met tout simplement ces espaces à disposition complète des publics, non pas sans contrôle, mais de façon très très libre. Donc, par exemple, vous voyez, elle propose aux gens, donc ils exposent des objets, et puis write your own label, on propose aux gens d'écrire eux-mêmes les commentaires sur les objets. Donc évidemment, il peut sortir des choses très, très amusantes et très décalées par rapport à ce qu'on pourrait imaginer qu'un conservateur aurait pu écrire comme commentaire. Ou cette exposition où elle a proposé aux gens de concevoir, avec des matériaux qu'on leur donnait sur place, un objet qui faisait référence à un souvenir personnel qui leur était cher, et d'écrire un petit commentaire pour expliquer cette histoire. Et toute l'exposition a été constituée par tous les objets qui ont été posés là par les gens. Donc là, on arrive à un parti pris assez fort qui est que les visiteurs changent carrément le contenu, ils choisissent librement le contenu du musée. Inutile de dire que la fréquentation de ce musée a également doublé en un an et que ces revenus ont été démultipliés. Donc pour conclure, interroger la question de la préférence individuelle dans les musées, probablement comme dans les hôpitaux, ça revient à interroger la place des concepteurs, des scientifiques et des publics, indépendamment les uns des autres, mais aussi les uns par rapport aux autres. Pour ce qui concerne le musée, dans le savoir, il y a le pouvoir. Et donc, accepter de laisser plus de place au public, c'est aussi accepter de transférer quelque part une part de son pouvoir. De mon point de vue, je pense qu'on doit tenir compte de la préférence individuelle dans les institutions culturelles aujourd'hui. La question, c'est plutôt comment en tenir compte et jusqu'à quel point. Et évidemment, il est important que ça soit fait d'une façon qui préserve l'indépendance scientifique, financière des musées, tout en respectant leur cadre déontologique. Je vous remercie. Donc quelques mots pour conclure avant la conclusion musicale. Le lapsus est absolument parfait. C'est absolument parfait. Je l'aurais cherché à le faire, que je n'aurais pas fait mieux. Qui vous attend. D'abord en remerciant chacun des intervenants, en ayant compris qu'en fait ils comprenaient le français, donc je les en félicite aussi, donc je dirais ces quelques mots en français, donc en remerciant toutes celles et tous ceux qui sont venus de loin, d'outre-Atlantique, de pays d'Europe, d'autres villes de France, pour nous faire bénéficier de leur connaissances, de leurs compétences aujourd'hui. Et puis, quelques mots sur deux choses. Un, ce qu'on ressent comme directeur général d'un grand ensemble hospitalo-universitaire en écoutant ce qu'on a entendu cet après-midi. Puis, deuxième chose, sur les perspectives de Spinomics, le chemin parcouru depuis le dernier séminaire l'année dernière et sur les perspectives. Sur le premier point, moi j'ai entendu, je crois avoir compris ce qui a été dit sur les préférences individuelles et les préférences collectives, les préférences individuelles des patients, les préférences collectives dont les pouvoirs publics sont censés être les garants. Et donc j'en ai déduit une interrogation. Le manque des préférences individuelles des professionnels. C'est-à-dire, ce qui me semble, c'est que dans les responsabilités qu'on a et dans les politiques qu'on doit conduire, il n'y a pas simplement cet arbitrage entre l'un et l'autre, mais il y a aussi les préférences individuelles d'autres acteurs et qui sont extrêmement importantes. Et des acteurs qui ne sont pas exactement comme les autres, c'est-à-dire qui ont d'une part sont des propres individus avec leurs souhaits d'épanouissement professionnel, d'éthique professionnelle, de logique de revenus, etc., etc. Et puis qui sont en même temps parfois les interprètes des préférences individuelles des patients et qui sont également parfois les applicants des politiques des pouvoirs publics.
Voilà. Et donc, il me semble que l'économie du système ne peut pas être comprise si on réintègre pas les préférences individuelles de ces acteurs. Donc ça me conduit à complexifier un peu la notion de préférence individuelle. Et côté préférence collective, il me semble que la notion de pouvoir public est peut-être un peu plus complexe que simplement les pouvoirs publics qu'on peut trouver dans d'autres domaines. Pouvoir public, est-ce que je suis pouvoir public ou est-ce que c'est le ministère qui est pouvoir public ou est-ce que c'est l'agence régionale de santé? Est-ce que donc entre et ce qui existe particulièrement en France, entre des pouvoirs publics qui sont régulateurs, des pouvoirs publics qui sont financeurs, des pouvoirs publics qui sont eux producteurs de soins, je pense que le jeu est également intéressant à décortiquer d'un point de vue économique. En rajoutant une autre dimension, qu'il y a un quatrième acteur qui intervient, qui peut influencer les pouvoirs publics, qui peuvent être les industriels, l'industrie pharmaceutique, les différents grands acteurs économiques du système, dont le jeu d'ailleurs est en train de s'ouvrir hors des acteurs économiques traditionnels, puisque pour les musées, on citait tout à l'heure Google, mais on voit arriver d'autres acteurs économiques qui viennent jouer un rôle important et troubler cela. Donc je ne sais pas si ça pourra inspirer le colloque de l'année prochaine ou les travaux de Spinomics, mais c'est une première remarque, me semble-t-il, en tout cas que j'ai ressentie en écoutant cet après-midi. Puis la deuxième chose, de se dire, par rapport à tout ce qui a été expliqué sur à quoi servent les systèmes de santé, quels sont les objectifs, etc., de se dire que finalement, nous, on a un objectif relativement simple, c'est de faire en sorte que malgré les contraintes économiques qui s'appliquent à l'ensemble que nous représentons, est-ce qu'on est capable au moins de ne pas dégrader l'accès aux soins et la qualité des soins, et si possible de l'améliorer. Et on voit que, alors on peut savoir si les contraintes économiques sont supportables ou insupportables, elles sont probablement plus lourdes et plus sévères que celles qu'on a connues il y a quelques années. On peut les mesurer simplement avec le taux d'évolution des dépenses, et elles sont plutôt plus sévères. Donc a priori, on pourrait se dire que naturellement, elles induiraient une dégradation, une détérioration à la fois de la qualité des soins et de l'accès aux soins. Alors comment on peut prendre les choses? Qu'est-ce qui peut, j'allais dire, contrebalancer ce type de contraintes? Alors, de mon point de vue, il y a une première chose extrêmement importante, et du coup ça ramène au point précédent. Je pense que l'un des meilleurs garde-fous, c'est l'éthique des professionnels. Mais l'éthique des professionnels, c'est quelque chose qui peut même être mis en difficulté dans un jeu de contraintes. Mais grosso modo, en tout cas à la PHP, s'il nous venait l'idée saugrenue qui ne nous vient pas, de dire aux professionnels, écoutez, face à la contrainte économique, vous allez sélectionner un peu les patients, vous allez, etc., nous serions, et je m'en réjouis, mal reçus. Mais du coup, je pense que c'est un premier facteur important à avoir en tête. Le deuxième facteur important, c'est de se dire que dans un environnement dans lequel on pourrait se dire tout simplement notre but est de sauvegarder le même niveau de qualité et d'accès aux soins. Et là, on va se trouver face à deux limites. La première, c'est que le conservatisme ne fonctionne pas dans un système pour lequel on ne peut pas conserver quelque chose puisque tout change. L'innovation change, les préférences individuelles, on a compris qu'on ne savait pas si elles changeaient ou pas, mais on voit un certain nombre de comportements qui changent, les techniques changent, etc. L'environnement change. Donc, rester pareil, ça veut dire changer, quand toutes les autres variables changent. Donc ça, c'est une première chose qui me paraît importante. La deuxième, par rapport à cela, c'est on voudrait conserver si on considérait que ça fonctionnait bien. Et on peut partir du principe que ça ne fonctionne pas idéalement. Et donc, face à cela, face à ce paradoxe d'un système sous une contrainte plus forte qu'auparavant,
qui pourrait provoquer une dégradation des performances vis-à-vis des patients si on avait une simple vision conservative. Je réfléchissais que finalement, nous, on a fait un choix qui pourrait être pris par les uns comme une fuite en avant, pour les autres comme une ambition légitime, consistant à dire on va chercher pendant cette période à améliorer les indicateurs les plus sensibles face aux préférences présumées des patients. Je vais vous en donner 2 exemples. Donc on s'est dit, et on l'a bien vu d'ailleurs dans les différentes tables rondes, la question des délais et de l'accès. On s'est dit, dans le système actuel, on ne sait pas garantir que tous les patients, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau d'information, quel que soit leur niveau social, quelle que soit leur connaissance du système, on ne peut pas garantir qu'ils ont tous accès dans les bons délais à l'offre de soins dont ils ont besoin. Et notamment en matière de cancer, où c'est particulièrement sensible. Donc on s'est dit que, y compris dans cette période de contrainte, on devait être capable de monter une garantie nouvelle qui consiste à pouvoir prendre des engagements sur le délai entre le premier doute sur une suspicion de cancer et l'accès au diagnostic. Il y a quelque temps, un de nos hôpitaux s'est engagé à ce que, pour le cancer du poumon, ce délai soit d'1 semaine, et que dans cette semaine maximale, le patient ait l'ensemble, dans une même journée, l'ensemble des éléments diagnostiques biologiques, en imagerie, en endoscopie si nécessaire, qui soient tous nécessaires à l'affirmation d'un diagnostic pour pouvoir rentrer dans le système de traitement. Et puis, autre exemple, en matière d'urgence, où on sait qu'il y a une certaine régulation par les délais d'attente, de se dire qu'on allait inverser complètement la logique, alors que le flux des patients qui vont aux urgences augmente toujours d'année en année, de s'engager dans le même temps à réduire drastiquement le délai moyen de prise en charge aux urgences. Alors, les 2 présupposés de cela, c'est de dire que pourquoi est-ce qu'on peut penser que malgré la contrainte économique, on peut quand même améliorer fortement les indicateurs qui viennent répondre aux préférences supposées ou réelles des patients. C'est que bien évidemment, il y a dans l'organisation du système des choses qui peuvent s'améliorer. Alors là, c'est l'autre levier qui vient, organisation du système, et ça a été aussi légèrement mis en avant dans certaines des tables rondes. Ça ne peut pas être l'hôpital tout seul. L'autre jour, j'ai eu une leçon d'économie par des médecins généralistes. C'était un soir de la semaine dernière où on dînait avec des médecins généralistes dont on voulait comprendre leurs attentes, leurs satisfactions et leurs insatisfactions vis-à-vis de la paix. Alors, les insatisfactions étaient assez nombreuses, les attentes assez fortes. Et quand je dis une leçon d'économie, il y en a un qui a fait un truc que j'ai trouvé assez remarquable, qui a expliqué comment un de ses patients était sorti d'un des services les plus réputés, patient milieu social défavorisé, polypathologie, dont un cancer compliqué, et dont le service et le professeur X l'avaient sorti avec une prouesse médicale très forte. Et moi, je me suis retrouvé face à lui, revenu à domicile, sans un mot, une ligne, une explication, sa perfusion. Et le raisonnement que j'ai, outre que ça me posait un problème pour la prise en charge de ce patient, je me suis dit, quel est ce système qui est capable de consacrer quelques dizaines de milliers d'euros à une prise en charge remarquable, comme on en a nulle part ailleurs, et que ces dizaines, il n'a pas simplement exprimé la perte de chance pour le patient, mais il a exprimé la perte de chance pour l'argent de la collectivité, en disant ces dizaines de milliers d'euros pouvaient être totalement gâchés par le défaut de transmission, de prise en charge, etc. Et quelques euros auraient probablement pu venir totalement changer le pronostic. Donc ça,
c'est aussi, pas être plus long, mais vous voyez, qu'en tirant le fil, on peut tirer beaucoup d'autres choses, mais dont je déduis avec vous plusieurs choses. Mais une des choses, c'est qu'effectivement, la réponse aux questions qu'on s'est posées n'est pas simplement mono-acteur, mais est effectivement pluri-acteur. Voilà, donc quelques idées, j'en ai quelques autres, mais je vous les épargne, qui, vu d'un spectateur de l'après-midi ou d'un auditeur de l'après-midi en position de responsabilité et de décision, peuvent être inspirés par les tables rondes de cet après-midi, en m'excusant d'avoir été réducteur par rapport à la richesse de ce qui s'est dit. Alors ensuite, Ospinomics aujourd'hui, par rapport aux journées qui ont eu lieu la même année, la même date l'année précédente, donc plusieurs choses se sont passées, un fort développement avec, je crois maintenant, une quinzaine de chercheurs dans l'écosystème d'Ospinomics, donc on a dû passer de 1 à 15 en 2 ans, avec beaucoup de manifestations régulières sous forme de séminaires, de conférences, etc. Je pense avec une meilleure intégration, quoique pas encore complète, avec l'écosystème de l'assistance publique, avec les équipes médicales, avec les administrations, avec les autres acteurs, mais probablement meilleure qu'elle n'était il y a 1 an, avec une liste impressionnante de projets en cours, et dont certains sont des réponses à des demandes de l'assistance publique qui a besoin d'expertise pour accomplir sa mission, et beaucoup d'autres, et de plus en plus d'autres, qui sont des succès à des réponses à des appels d'offres de recherche, avec un taux de succès tout à fait notable et dont on félicite les équipes. Et donc, qui sont des choses qui, je pense que le conseil scientifique s'y penchera, sont pour nous tout à fait positives et de bon augure. Tant et si bien que du côté tant de l'école d'économie de Paris que de la PHP, nous avons considéré que, sauf veto de la part du conseil scientifique, mais qui devra l'argumenter de manière sérieuse, nous nous dirigions vers une prolongation pour plusieurs années de la convention qui nous lie et qui permet à Ospinomics d'exister. Ospinomics qui existe dans un lieu particulier, presque muséal, qui est l'Hôtel-Dieu, et autour d'un projet médical en construction, et peut-être au cœur lui-même d'un projet qui vient répondre aussi à un certain nombre de choses qu'on a entendues aujourd'hui, puisque nous travaillons avec de nombreux partenaires, notamment académiques, à utiliser ces premières interactions pour en construire d'autres. C'est-à-dire que, comme vous l'avez probablement vu l'année dernière avec l'intervention d'une philosophe, Cynthia Fleury, vient se créer à ses côtés une chaire de philosophie à l'hôpital. Et nous avons des projets avec d'autres institutions académiques de pouvoir compléter la médecine, l'économie, la philosophie, le droit, peut-être le design, probablement à un moment la sociologie, pour que l'interaction en matière de formation et de recherche entre les sciences humaines et les sciences médicales puisse trouver un lieu qui, quand on cherche, n'existe pas à Paris, existe peu en France, même si nous pourrons, dans la même logique que celle qui avait conduit Ospinomics à aller regarder et questionner une trentaine de centres à travers le monde, nous pensons que cette même démarche pourra être utile pour ce projet, qui existera peut-être pour le séminaire de 2017. En tout cas, je le souhaite. Voilà les quelques mots que je souhaitais prononcer en conclusion, avant de redonner la parole à Lise, qui puisse vous donner les indications et le mode d'emploi pour le cancer. C'est génial. Si en faire un, ça peut être lié au hasard, mais en faire deux,
Voilà. Pour le concert qui suit. Voilà.